Voilà, il y a eu ouverture à la Cour de cassation, vous le savez, de cette affaire dite de fourrage et lampadaire. Mike Kassenga et l'ancien patron de développement rural, Rubota, sont devant la justice. Est-ce la grande question de ce matin? Nicolas Kazadi échappe-t-il à la poursuite judiciaire? Les invités sur ce plateau devront donner leur point de vue, mais pour l'instant, nous avons un seul invité, vous le connaîtrez dans le minute qui suivent après le minute de votre émission. On va également évoquer la position, vous le savez certainement, de Constant Moutamba qui a fait une sortie solennelle quant à la révision constitutionnelle, bien confirmant, tout en confirmant les états généraux de la justice. Il pense selon lui que cela devra répondre à aux attentes de la population de façon globale par rapport à la maladie dont souffre la justice congolaise. Les invités également donneront leur point de vue. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes mardi 5 novembre 2024. Merci infiniment de votre sympathique attention accordée à la chaîne de référence Kiosque de ce matin. Reçoit pour vous Serge Seka. L'autre invité sera là dans le minute qui suit, vous le savez. Il a pu sur Kinshasa. Certainement que c'est à la suite de ces situations qui ne peut être pas encore là avec nous. On espère justement le retrouver avant la fin de l'émission. Serge Seka, bonjour. Bonjour Bonheur, bonjour à l'équipe, bonjour à ceux qui suivent cette émission de partout. Heureux d'être là ce matin. Vous avez quand même arrivé avec les embouteillages, mais malgré les mesures. Je me suis dit certainement qu'aujourd'hui, comme le policier ne pouvait peut-être pas se dire sous la pluie, ce qui a fait que qu'on constate cet embouteillage. C'est toujours dramatique, la pluie qui, basiquement, devait être signe de bénédiction, joue aux troubles faits à Kinshasa, du fait de problème des infrastructures que nous avons. Il y a déjà en temps normal, il y a une forme de désordre qui est voulu et entretenu, qui s'observe. Et là, quand il pleut, c'est la totale, quoi. Et le transport, les inondations, la circulation et non, ajouter à cela, on préfère parler de Kabasséli. Ajouter à cela le danger lié à une mauvaise desserte en électricité où les gens utilisent n'importe quel câblage et qui passe sous terre et puis on a de cas d'électrocution. En tout cas, autant de problèmes. Et je me dis, comment il vit le gouverneur de la ville de Kinshasa? Comment est-ce qu'il a le temps de se réjouir, de rigoler? Parce que la tâche est tellement énorme. Il y a des initiatives prises par exemple par le ministre provincial du transport en collaboration avec le VPM, le ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, pour juguler, organiser la mobilité dans la ville de Kinshasa, mais il faut des moyens. Par exemple, sous la pluie, j'ai vu dans quelques carrefours de roulage sous la pluie, sans protection, sans imperméable, ils sont là. Mais je me pose la question, est-ce qu'ils sont-ils primés? Reçoivent-ils des primes? Est-ce que ça va durer combien? La question que je me pose, c'est belle initiative. Ça ne relève pas de la mauvaise foi, parce que ça ne coûte pas trop aussi ces histoires. Sur d'autres ciels, les militaires sont dotés de ces matériels, malheureusement. Est-ce qu'on doit vraiment parler de mauvaise ou bonne foi? Parce que si vous êtes payé pour gérer la police, si vous êtes géré pour gérer la circulation, la mobilité, c'est supposé qu'il y a des moyens que l'État alloue. Si nous allons à l'Assemblée nationale, on est en train de discuter le budget 2025. À l'Assemblée provinciale, ils ont adopté les programmes de Daniel Boumba avec comme corollaire un budget. Mais il doit y avoir de l'argent pour faire ça. Il doit y avoir de l'argent. Parce que la conséquence serait laquelle? Si ces policiers ne sont pas bien entretenus, ils vont déserter et que ce projet d'améliorer la circulation, la mobilité dans Kinshasa va tomber dans l'eau. Un peu comme vous l'avez dit, mais il s'agit même s'agissant de Koluna, les Koluna profitent quand il pleut pour opérer. Et comprenant que l'insécurité, et puis quand il pleut, première conséquence, dans certains coins, on coupe le courant, de peur de cas d'électrocution, parce que la SNEL va de procès en procès par rapport à ça, et les Kouloun en profitent. Donc le trou noir, le manque d'électricité rime toujours avec l'insécurité, avec tout ce qui va avec. Voilà, merci beaucoup à vous Serge Seka, c'était donc votre première intervention.
pour ce grand plateau, ce grand magazine Kiosque ce matin. Alors, on va évoquer, vous parlez du budget tout à l'heure, j'aimerais quand même vous retenir sur cet aspect. Le budget, vous avez suivi les débats, le débat qui a été entre autres caractérisé par cette sortie que beaucoup ont qualifiée de ratée du député national Eliezer Tamboué, qui a confondu malheureusement à attendre l'une des analyses que j'ai suivies, les prévisions budgétaires et ce qu'on serait tenté de nommer d'une projection simple, qui n'est malheureusement pas chiffrée. Vous avez suivi, j'aimerais que vous commencez par la première question et vous chutez par cette sortie de votre ancien confrère. Je ne sais pas si on le considère comme tel toujours. Bon, beaucoup ont parlé des TikTokers, moi j'aimerais ne pas l'appeler ainsi. Eliezer, c'est un vieil ami, un journaliste qui aujourd'hui est politique. On doit le respecter comme tel, le considérer comme tel. Mais quand on discute budget, il y a le gouvernement, hein, parlons de manière générale. Excusez-moi, je fais allusion à cela parce que on ne sait finalement pas son statut, si c'est un journaliste toujours, c'est un député, parce qu'il continue à prester comme... Non, il peut pas être journaliste. Déjà, tel que vous êtes là, si vous devenez l'assistant d'un député, par exemple, automatiquement, vous perdez votre qualité de journaliste. C'est parce que il y aura une compatibilité, parce que vous ne serez pas à même de vous. Mais il continue à faire ce travail, apparemment. Mais c'est ça que l'UNPC puisse sévir. On peut pas avoir deux poids, deux mesures par rapport à ces sujets-là. On ne peut même pas discuter, la loi est là. On est député, on perd sa qualité. Patrick Mouyaya, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, n'est pas moins journaliste qu'Eliezer. Mais il n'a jamais, depuis qu'il est député, ministre de mémoire d'homme, je ne l'ai jamais vu prester comme... Je suis tenté de citer aussi Jean Médard Luosso. Jean Médard Luosso, qui est l'actuel DGA de l'ACP. Il y a Serge Kabongo, le présentateur phare de ces magazines kiosques, qui est aussi ça. Bienvenue Bakoumania. Même si l'ACP, c'est aussi un organe de presse, mais ils sont beaucoup plus administratifs aujourd'hui. Donc, s'ils interviennent, ils interviennent en tant que analyste, en tant que manager, beaucoup mandataire, beaucoup plus que... Il y a les Dionites, il y a le P. Gérard qu'on ne voit plus sur le plateau de kiosque et d'autres. Donc, je pense que normalement, il ne peut pas prester comme un journaliste. Et quand on confond le rôle, on tombe dans le piège... Le porte-parole du ministre de la Communication, il est de côté... lui-même il se trouve côté ministre de la Justice, il donne les formations de la constitution du gouvernement. Plus tard, bon, on ne sait pas finalement. Bon, là, c'est pas notre problème ce matin. Mais moi, je pense que il y a les instances telles que le directoire de l'Union sacrée, les directoires de l'Assemblée nationale devraient remettre le pendule à l'heure. Parce que, où on est député, on ne peut pas être entre les deux. Et puis, quand je voulais dire, quand on est devant le gouvernement, on s'adresse au gouvernement. On ne fait pas un combat d'arrière-garde pour attaquer, parce que le ministre font partie d'une équipe qu'on appelle gouvernement, pilotée par un chef qu'on appelle Premier ministre. Dans le cas d'espèce, on devait s'adresser à la Première ministre, Madame Souminois, parce que même si un ministre agit bien, mais il agit en tant que membre d'une équipe. Ce n'est pas lui. Si il s'est agi de faire dans les cas sous examen, ce n'est pas la personne de Jean-Pierre Bemba. Non, moi je pense que là c'était... jusqu'à les traiter de Tata Oyo. Bon, là, il y a un peu vulgaire aussi. Il y a des choses qu'on n'acquiert pas à l'hémicycle, qu'on acquiert au niveau des familles. Je crois ils sont pas, par rapport à l'âge, ils ne sont pas amis, ils ne sont pas proches, il n'est pas Fidel Baba là. Et par rapport à l'expérience politique et des affaires, ils ne sont pas proches. Et quand on ne se connaît pas, on se vous voit. Hein? On se vous voit. Et quand on ne se connaît pas, on garde... je conviens qu'on peut être amis, même si on a un grand écart d'âge, mais quand on ne se connaît pas, on doit éviter certaines familiarités qui risquent de blesser, qui risquent de trahir une mauvaise éducation. Hein? Je ne dis pas que c'est le cas, mais qui risquent de trahir une éducation. Encore qu'ici, prenons dans l'hypothèse où il devrait s'apprendre, ou dire s'adresser directement à Jean-Pierre Bemba, il ne s'est pas référé à la prévision
à la loi budgétaire qui faisait objet de... On n'entre pas encore dans le fond. Le contenu. Dans le fond, on est dans la forme. C'est-à-dire quand on s'adresse aux honorables, les honorables députés s'adressent aux membres du gouvernement, c'est avec un respect. Jean-Pierre Bemba, il n'est pas député, il n'a pas été élu député, mais il est partenaire de l'action politique, de présidium de l'Union sacrée. Il est président d'un grand parti politique. À ce titre, je pense que même si par rapport au protocole, il n'est pas là-dedans, mais je pense qu'un peu d'égard, quoi. En plus, nous sommes africains. Nous sommes africains. Mais dans le fond, le point soulevé par Eliezer, l'honorable, je pense qu'il était allé dans les annexes qui stipulaient qu'en cas d'embellie, on pourra arriver à ça parce que c'était même pas chiffré, c'était des choses comme ça. Alors quand on doit lire, il ne suffit pas d'aller passer devant l'hémicycle et faire des citations qui vont dans tous les sens, qui ne cadrent pas avec le débat. Le débat a été économique. Moi, je prends l'intervention de l'ancien Premier ministre Matata, que je suivis. Mais vous voyez, on peut tout dire. Hein, on peut tout dire. L'intelligence n'a pas de coloration. C'était à la fois une intervention qui interpellait et qui proposer des pistes de sortie, des pistes de solution. Mais on ne peut pas venir pour se mettre en vedette pour essayer d'attaquer quelqu'un et par la suite... non. Voilà. Ou vouloir faire les syndicats des gens, mais quand on sait que soi-même, on se bat bec et ongle pour avoir toujours des droits, pour être toujours de tous les voyages avec le président, pour être toujours... Alors, Serge, des gens qui s'arrangent pour être toujours du bon côté de l'histoire. D'être toujours du côté du pouvoir. D'être toujours du côté, même si on fait semblant d'être dans une certaine opposition, mais en réalité, et on comprend qu'il y a des gens depuis longtemps ont joué à ces doubles jeux. On est fatigué un peu à ces genres de mascarades. Merci à vous, Serge Seka, pour cette analyse. Parce qu'on va chuter justement sur cette question du budget, proprement parlant, parce qu'on a évoqué les incidents, il faudrait dire, qui ont émaillé cette plénière. Mais la grande question, les secteurs de la sécurité, par exemple, on a vu une augmentation de plus de 25%, plus ou moins 25%. Ça prouve que l'État est bel et bien déterminé à en finir avec la situation à l'Est, surtout qu'il y a une proposition en vue de la révision constitutionnelle. Donc on doit d'abord élaguer ou éradiquer le climat de l'insécurité dans la partie Est avant d'envisager une quelconque réforme. Là, on va y revenir dans les cas litigés prévus s'agissant de la révision constitutionnelle telle que nous l'avons évoqué tout à l'heure. J'aimerais que vous donniez votre point de vue sur cet aspect principalement, le gouvernement congolais qui pense qu'avec ces budgets, on peut arriver à détrôner le colonel Nangaï qui occupe une partie du territoire national. Ouais, je dois reconnaître qu'il y a la grande volonté du gouvernement de la République d'aller très loin. Et déjà avec la loi de programmation militaire, avec ce budget qui a augmenté de plus de 20%, 21% si je ne m'abuse, et que une attention particulière a été mise sur le secteur de la défense pour que nous puissions donner le moyen à nos forces armées pour lutter sur terrain. Mais ça représente quoi exactement? C'est-à-dire, essayons de réfléchir. Un char de combat peut coûter entre 300 et 500 000 dollars. Un char de nouvelle génération, entre 300 et 500 000. Et les armes, je ne veux pas rentrer dans les secrets des dieux. Et si on rentre sur le terrain, si on veut avoir les équipements des communications, le matériel des militaires, on trouvera que même ce qu'on est en train d'applaudir là, c'est pas toujours assez. C'est pas toujours assez. Donc ça demandera qu'on aille encore davantage. Et puis la solution, l'autre aspect qu'on ne dit pas, le solde des militaires, de ceux qui vont en guerre, de ceux qui meurent, qui tombent sur le champ des batailles, le sort de leur famille, des veuves, les orphelins, tout cela devait être compris dans ce budget-là. On parle de l'augmentation. Moi, j'ai été interpellé après le passage
le ministre Eliaou au briefing du ministre porte-parole Patrick Mouyaya. Mais vous parlez des fonctionnaires, mais vous ne parlez pas, vous ne posez pas la question pour nous, les militaires. Nous laissons des orphelins, il y a des blessés des guerres qui sont délaissés pour compte aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on parle budget, quand on parle donc croissance de budget de l'État, nous devons et inclure tous ces aspects, parce que ceux qui sont en guerre, et si leur morale n'est pas au beau fixe, ça sera difficile qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais l'aspect financier ne suffit pas, parce que dans une guerre, il y a l'engagement, l'aspect combat, l'engagement des hommes sur le terrain, mais il y a le renseignement, le service des renseignements, qui doit être vraiment proactif, qui doit détenir beaucoup de moyens, donner les meilleures informations, faire en sorte qu'il n'y a pas de fuite d'informations, que ce qui se trame ici ne soit pas connu de l'ennemi, quand on sait que depuis longtemps, on parle de l'infiltration de nos forces armées, de nos services et tout le reste. Mais il y a aussi l'aspect diplomatie. La diplomatie militaire. De la manière où on est en train de... Parce qu'à un moment donné, l'UDPS a dit, les présidents soufflaient le chaud et le froid. Ça veut dire que mais à un moment, on a vu le rebelle avancer. Vous avez même suivi récemment le M23 et la FCD Cornenanga qui continue à ignorer les assises des Luanda. Mais tout ça doit se faire de manière connexe. Quand on parle de diplomatie, on a vu dernièrement le président Tshisekedi et le président ougandais en train de discuter. C'est-à-dire on doit laisser aucun aspect de côté. La diplomatie, c'est ce que vous appelez la diplomatie militaire. L'armée, c'est la grande muette, l'armée est apolitique. Et si le chef d'État-major doivent se rencontrer dans des cadres bien déterminés, cela ne signifie pas qu'ils sont porteurs d'une diplomatie à part entière. C'est-à-dire qu'ils vont pour des matières concrètes et limitées, mais la diplomatie, c'est le gouvernement qui l'assure. Donc, vous pensez que sous la gouvernance l'augmentation du budget ne suffit pas? Il faut penser à impliquer d'autres aspects. D'autres aspects obligatoirement. Et puis l'aspect médiatique. L'aspect lobbying, parce que le peuple doit adhérer, le peuple doit savoir ce qui se passe, le peuple doit soutenir. C'est-à-dire qu'on est fort quand on se sait porté par son peuple, quand on se sait quand la population comprend que nous vivons une forme d'injustice qui est le fait non pas de notre gouvernement, mais des gouvernements étrangers qui voudraient nous mettre dans cette situation-là. C'est très important parce que de l'autre côté, je suivis une artiste française, Zara, qui a fait une chanson à l'honneur de M23. J'ai dit, mon Dieu, mais on laisse passer des choses comme ça, mais c'est une forme de communication. Ce sont des artistes qui sont écoutés par nos jeunes, par nos adolescents, même ici. Et il y a une chanson à l'honneur de ce mouvement aujourd'hui qui a pris des armes contre l'État congolais, mais ça ne devait pas s'arrêter là. Nous, on doit utiliser les mêmes moyens, voire plus. Parce que tout à l'heure, vous parlez du social, de militaires et de leurs dépendants, bien entendu. Mais est-ce que ce moyen ne va pas aider à ce que l'État congolais puisse subvenir aux besoins des militaires, comme vous l'avez dit, et que le militaire puisse prendre soin de son fils, sa famille, dire sa famille, ses enfants, sa femme, et s'il est décédé, qu'il y ait une forme de continuité de prise en charge. Est-ce que ces moyens, par rapport à la démarche actuelle du gouvernement congolais, permettra de résoudre selon... Bon, non, je comprends ton angélisme, je comprends cette forme de satisfaction que tu exprimes en parlant de cette amélie, de l'augmentation. Oui, il y a l'augmentation. J'ai salué l'effort du gouvernement. Mais il faut aller plus loin parce que le besoin est grand. Le besoin est grand. À la fois, il faut penser à l'opérationnalisation de manœuvres sur le terrain, mais il faut penser aussi aux dépendants de ces militaires-là. Quand j'ai dit opérationnalisation, pour ne pas me répéter, il faut aller des équipements, tenues, armements, tout le reste, moyens logistiques, moyens de déplacement, moyens de communication, militaires. OK? Mais on doit penser aussi à l'homme qui est sur le terrain des opérations. Ce n'est pas un électron libre. Il a une famille, il a des enfants. Il doit être assuré que
rassurer que ses arrières sont protégés. Et quand il ne sera pas là, que ces enfants ne deviendront pas des chèques et ils ne vendront pas l'eau sur l'avenue 24 novembre ici, comme on le voit. Donc ça fait un tout. Et quand on voit les choses de cette façon-là, on dira qu'il faut très vite augmenter encore le budget de l'État, le budget militaire. Je ne le dis pas pour la propagande. Je le dis parce que je crois... C'est payé le 25%? Non, c'est pas peu, mais on peut faire mieux. On peut aller beaucoup plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Alors, Serge Teka, parce que vous parlez de cela, j'aimerais quand même que nous puissions faire ces raccordements. Bon, qui n'est pas frauduleux. Qui n'est pas frauduleux. L'État congolais qui, à travers le président Tshisekedi, envisage de changer la Constitution. Vous l'avez suivi. Et pour ça, beaucoup de juristes pensent qu'il faudrait penser d'abord à rétablir la paix dans la partie Est, parce que s'il faut organiser des référendums demain, il faudrait que les Congolais qui sont dans cette partie du territoire occupée par l'ennemi actuellement puissent également s'exprimer quant à ça. Est-ce que la position de Tshisekedi, qui dit qu'il va constituer la commission à partir de l'année prochaine, laisse présager qu'il est certain ou convaincu que la paix va se rétablir à l'Est avant la fin de l'année? Je voudrais dire que le président Tshisekedi, c'est pas un cheveu dans la soupe. Il n'est pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Il est politique et je crois depuis sa tendre d'enfance parce que aux côtés de son papa. Moi, j'ai eu à l'interview, je répète toujours cet épisode-là, à Raga, et je crois juste avant le référendum de 2006, c'était sur un plateau, il y avait les jeunes leaders de l'époque, UDPS, MLC avec Yves Kissombe à l'époque, Force du futur avec Pacho Panda et PPRD avec je sais pas qui est Félix Tshisekedi, UDPS. La position de l'UDPS a été claire, ils n'étaient pas pour cette constitution. L'UDPS a boycotté les référendums, l'UDPS en 2006 a boycotté l'enrôlement de ses membres, parce que ne croyant pas à ces élections, à ces scrutins. Et plus de 20 ans après, presque 20 ans après, quand l'UDPS revient pour dire la même chose, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté parce que moi, sur ce point-là, je pense qu'ils sont restés cohérents par rapport à leur vision. Mais la vérité est qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai vu personne porter un projet de changement des constitutions. Le président de la République, comme citoyen congolais, autant que vous, autant que moi, autant que Marité, a le droit d'avoir une opinion, même sur la Constitution. Et la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de changement, à moins qu'on puisse vouloir jeter cette Constitution à la poubelle et réécrire une autre. Mais tant qu'il n'y aura pas quelqu'un qui portera un projet, qui portera une pétition pour le changement de Constitution, je crois que nous serons en train de perdre notre temps. On devait canaliser les énergies, à travailler, à réfléchir sur l'économie. Un exemple, le carburant a baissé de prix. Mais il n'y a pas de suite, quoi. Donc, on devrait très vite convoquer le spécialiste. Un exemple, le comité de consultation pour essayer de revoir la structure des prix, faire baisser le produit de première nécessité. On ne le fait pas. Et il n'y a aucun débat, ni à la société civile, ni dans le parti politique du pouvoir et de l'opposition. Il n'y a rien. Mais pour une idée qu'on a jetée comme ça, comme un banc d'essai, et tout le monde saute dessus pour dire... Est-ce que vous pensez que c'est une forme, c'est ce que beaucoup ont qualifié de distraction, et que nos autorités ne sont pas dans des priorités comme vous les évoquez ici? Est-ce que le président a raté l'occasion de s'attarder sur des questions prioritaires qui intéressent la population? Non, le président est toujours... Est-ce que c'était le bon moment pour le dire? Le président est toujours dans les questions prioritaires. Le président est sur le front sécuritaire, le président est sur le front démocratique et tout le reste. Mais je vous ai expliqué que depuis le départ, pour employer l'expression footballistique, au départ de l'action, l'UDPS
n'étaient pas d'accord avec cette constitution. Oui, ma question, est-ce qu'il fallait le dire aujourd'hui? Mais est-ce qu'il y a des meilleurs moments? Pourquoi pas? Vous pouvez m'indiquer les meilleurs moments pour dire ces opinions? Non, surtout qu'on est agressif. Dès lors que ça ne blesse pas, dès lors que ça ne blesse pas ça n'énerve pas la loi, ça ne tue personne. Quelqu'un d'autres disent aussi. Pourquoi vous parlez seulement d'une seule opinion? Le Fayoul et les autres disent que non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. C'est ça la démocratie aussi. Nous voulons changer, toucher à la Constitution. Moi, je le dis vraiment de manière détachée. Vous avez suivi aussi Olivier Kamitatou. Ouais, que les autres apportent des opinions contraires. Maintenant, il s'agira, parce que nous sommes dans des supputations, nous sommes en conjecture pour ne pas nous y perdre, que chacun apporte des arguments. Le chef de l'État parlait d'une commission qui sera mise sur pied l'année prochaine. Pour revenir à ma question, j'ai dit, est-ce que c'est parce qu'ils sont convaincus que la paix pourrait être rétablie dans la partie Est? Parce que le faire aujourd'hui suppose qu'on veut exclure ces Congolais de ces processus. De quels Congolais vous parlez? Non, ceux qui sont dans les zones occupées par... Mais nous avons fait des élections ici avec toutes ces zones. Pourquoi ça doit... de la Constitution. Pourquoi ça doit poser... Mais la Constitution oblige l'État à organiser les élections sur toute l'étendue de la République. C'est pour autant il faut demeurer dans cette erreur. Mais je ne sais pas s'il s'agit d'erreur, parce que quand on est dans la cogitation, on est dans la réflexion, pourquoi ça doit blesser? Est-ce qu'on a fixé un calendrier pour la révision constitutionnelle? On a parlé du changement. Changement, parce que le chef de l'État a utilisé les deux termes qui sont alliés. Alors là, on va prendre il a utilisé les deux termes. C'est-à-dire, il s'agira pour le chef de l'État et son parti politique, et même son regroupement politique, d'apporter des arguments en direction de la population. C'est ce que nous attendons. C'est les débats que nous attendons. Et nous prions même qu'on puisse remettre dans la loi électorale les débats entre les candidats. Et que les autres aussi, les Olivier Kamitatou, les Martin Fayoul, les consorts, puissent apporter des arguments contraires. Parce que le président a évoqué certaines difficultés liées à la gestion, entre autres, dont la Constitution serait à la base. Là, vous m'amenez dans le fond. Vous menez dans le fond, je ne suis pas constitutionnaliste, mais je reconnais qu'il y a des points qui devraient être revus. Je prends la gestion de la décentralisation. Nous avons 26 provinces, nous sommes passés à 26 provinces, et la Constitution parle de retenue à la source, en ce qui concerne les finances des ETD des provinces, et là, le gouvernement devrait procéder à des rétrocessions, vu ça c'est déjà un couac qu'on a laissé passer, mais qui ne s'applique pas. Qui ne s'applique pas, c'est à la tête du client. Vous êtes proche du Premier ministre, vous recevez. Comment le gouverneur Kimbuta ici à Kinshasa, les gens ne le savent pas, a souffert parce que Kinshasa n'a pas toujours reçu ce qui lui était dû, du fait de mauvais rapports qu'il y a eu entre Kimbuta et le Premier ministre Matata à l'époque. C'est-à-dire, si ça devait fonctionner comme ça. Et que, d'autre part, le chef de l'État le dit, quand le gouverneur est censé subir la pression de députés provinciaux qui veulent tout, parce que, disons-le, près de 60% des budgets de nos provinces vont dans le fonctionnement, la gestion de l'Assemblée provinciale, des institutions, et puis des motions qui n'ont pas de tête ni queue, parce que le gouvernement n'aimerait pas non plus perdre son poste. Il sera obligé à entretenir les députés provinciaux, à créer des groupes, et ainsi le développement fait figure de parents pauvres. Le développement n'existera pas dans ces conditions-là. Alors, ce sont des points qu'on aimerait voir. Le chef de l'État a proposé qu'on puisse nommer le gouverneur, parce que la territoriale des originaires n'a pas donné des résultats. Et les meilleurs gouverneurs, comme on l'a vu, c'était ceux qui n'appartenaient pas à ces pouvoirs. L'histoire nous le démontre. Alors, s'il faut revoir ces quelques cas-là, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et le fait même d'accepter de céder une part de notre souveraineté pour le bien
pour le bien de la sous-région, ce sont des choses que nous devons très vite corriger, que nous devons nécessairement corriger. Donc nous sommes d'accord avec ça, mais là c'est une question, soyons humbles, soyons honnêtes, des spécialistes. Des spécialistes. Est-ce pour autant il faut jeter les bébés et l'eau du bain? Je ne pense pas. Il faudrait réfléchir, il faut nous apporter de l'éclairage, que les spécialistes puissent s'exprimer à ce sujet, parce que hier, il y a des gens qui ont ascensé cette constitution. Je cite ici le professeur Mbata, le professeur Sambo et tous les autres. Et aujourd'hui, on aimerait avoir aussi leur point de vue quant à cette position de chef de l'État. C'est-à-dire, il y a l'aspect politique qui va dans un sens, mais aussi l'aspect scientifique qui doit suivre pour éclairer, pour baliser et analyser les tenants et les aboutissants, parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive dans un cul-de-sac où on ne saura plus s'en sortir, parce que changer les constitutions, je ne pense pas que ce soit nécessairement une solution pour l'avenir du pays, quoi. Donc voilà. Vous avez suivi l'avis du ministre de la Justice, qui a au même moment annoncé les états généraux de la justice. Un problème, parce que déjà, il y a eu des résolutions, des recommandations qui ont été formulées lors de rencontres précédentes, qu'on n'a jamais appliquées, malheureusement. Il a annoncé au même moment la question, il a abordé la question liée à la révision constitutionnelle, comme vous l'avez tout à l'heure évoqué, mais il revient, il insiste qu'il doit y avoir nécessairement les états généraux pour qu'on puisse faire, comme il l'a appelé, essayer de chercher la vraie raison de la maladie de la justice congolaise. Le ministre Moutamba, que je salue en passant, a donné son point de vue à lui, mais c'est deux choses, la révision de la Constitution et les états généraux de la justice, c'est deux choses. Il faudrait qu'il y ait ces états généraux de la justice. Parce que on a comme l'impression jusqu'à un certain moment... Ça va impliquer aussi les réformes? Mais bien sûr, les états généraux sortiront de recommandations. Par la Constitution, il a fait allusion à la réforme, la nécessité d'adapter la Constitution. N'allons pas à ce rythme-là. N'allons pas à ce rythme-là. Les états généraux, c'est quoi? Faire un état des lieux de la justice de la République démocratique du Congo au regard des textes. Si les textes n'ont pas été respectés, si les textes ont été permanemment violés, pourquoi les changer? Il faut peut-être changer les personnes ou changer la manière de faire. Parce que le problème qui est là, pourquoi, par exemple, il y a eu beaucoup de gens dans la prison de Makala? C'est parce que la vitesse, la célérité dans le traitement c'était au niveau zéro. Quelqu'un qui a commis une infraction qui peut aller de 6 à 2 ans de prison se retrouve 5 ans à Makala. Donc il n'a jamais été présenté devant un juge. En détention, malheureusement. En détention provisoire, 5 ans. Au-delà même, et là, l'État sera-t-il disposé à indemniser ces victimes de la justice? Ce sont autant de choses, c'est-à-dire les états généraux de la justice, oui, mais pour aboutir à quoi? Faire un état c'est une question sera posée également à Pompon Dioli qui nous rejoint dans ce plateau de kiosque ce matin. Nous avons espéré, bien entendu, qu'il va nous rejoindre. Il est là, on va l'accorder la parole, bien qu'en dernière minute. Le problème, c'est qu'il y a eu des résolutions, des recommandations des états généraux qui ont été organisés. On ne dit pas que ça sera une première, malheureusement, la rencontre entre techniciens de droit. Alors, si on n'a pas eu le courage ou le moyen d'appliquer les résolutions, ce n'est pas la Constitution qu'on doit changer. On ne touche pas à la Constitution parce qu'on n'a pas appliqué les résolutions ou on n'a pas appliqué la loi, tout simplement. Parce que quand on ira à ces états généraux, on va constater que c'est seulement la loi qui a été violée par ceux-là qui ont censé la faire respecter. Le président de la République lui-même, autant de fois, fait ces diagnostics-là, ces constats-là, la maladie de la justice. Le comédien l'a caricaturé encore davantage à travers un spot qui passe dans certains médias ici. Donc, si on peut guérir en faisant respecter la loi, en mettant des gens intègres à des structures importantes de la justice, je pense que ça changerait déjà quelque chose à ce niveau. Alors, Pompon Dioli, vous avez réussi à nous rejoindre sur ces plateaux de kiosque. Certainement qu'on a évoqué la question des embouteillages.
Alors, problème, j'aimerais vous aborder directement sur la question posée à Serge Seka. L'annonce faite par le ministre de la Justice, vous l'avez suivi, Constant Moutamba, qui annonce la tenue des États généraux. Il a aussi donné son point de vue sur l'annonce faite par le chef de l'État récemment, Kisangani. Vous l'avez suivi? Merci pour la parole. Je présente mes excuses auprès de nos téléspectateurs. La route est dégagée, il n'y a pas assez d'embouteillages aujourd'hui, sauf qu'il y a la pluie. Ah, okay. Ça a compliqué un peu la circulation. Et, bon, en fait, vous savez, en réalité, la société évolutive, comme la société fonctionne avec les règles, avec les lois doivent suivre le pas de la société. C'est-à-dire, et la réforme dans un pays normal, la réforme doit être permanente. C'est comme si vous voulez interdire à un serpent de changer sa peau. C'est-à-dire que lorsque vous interdisez à une société instructive de porter, d'amener de réformes, allez-y comprendre que non. C'est comme si vous interdisez à un serpent de changer sa peau. Non, mais c'est un serpent qui est voué à la mort. Il ne s'agit pas de faire des réformes pour des réformes, mais il faut des réformes qui peuvent répondre, bien entendu, aux attentes de la population. Encore que là, il a parlé de plusieurs lois qui sont actuellement en vigueur, qui ne sont pas malheureusement appliquées. Bon, c'est question de bonne ou mauvaise foi des autorités, des animateurs de cet appareil judiciaire. Voilà. Là, moi, je crois que le problème de l'applicabilité ne donne pas à un ministre de réformer son secteur. Non. Le problème de la loi, c'est quoi? Normalement, lorsqu'on parle de la démocratie, c'est la nomocratie, le nomos kratos, le pouvoir de la loi. Tout ce que nous faisons, il y a un repère. C'est-à-dire, que dit la loi? C'est pour ça que vous voyez même dans des documents administratifs, on dit vie, la loi telle, vie. C'est-à-dire que notre référence, c'est la loi. Le problème, c'est l'effectivité de la loi qui pose problème. Mais aussi, vous savez, lorsqu'il y a une loi, il y a aussi l'obsolescence. La loi peut être obsolète. Alors, comment la contextualiser? Là, on parle de réforme. Ce n'est pas un péché. Alors, comme le ministre a estampillé notre pays, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il s'agit plutôt de problèmes d'hommes au Congo? Parce qu'on a des beaux textes qu'on peut appliquer, qui peuvent également changer des choses. Mais le ministre Constant Moutamba, qui est venu récemment, il a évoqué les cas des ONG, il y a le patron de la santé qui évoque la situation des pharmaciens aujourd'hui. Ce sont des lois qui existaient déjà, qu'on n'a pas appliquées malheureusement. Non, les lois existent. En tout cas, lorsque vous fouinez dans notre arsenal juridique, les lois sont là. Mais je parle maintenant de contextualiser la loi. Par exemple, parlons de la Constitution, son article 70. On vous dit le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux présidents élus. Mais il y a une précision. Il y a eu des débats sans réponse. Selon les gens, c'est-à-dire que lorsqu'on dit le président reste, il peut rester pendant 5 ans. Non mais attention, alors, il y a eu ce débat de droit. Il y a une précision par rapport à la linéaire qui a suivi pour dire qu'il y a un délai précis de 10 jours pour qu'il y ait une passation civilisée du pouvoir. C'est ce que jamais il y a élection. C'est ce que je dis. S'il y a eu élection, il y a un délai de 10 jours. En réalité, l'esprit de l'article parle des élections. On a déjà organisé les élections et on a un nouveau président. Et le temps, c'est 10 jours pour préparer le nouveau. Mais vous avez vu des interprétations sur interprétations, jusqu'à ce que la structure qui est censée éclairer la lanterne, qui est la Cour constitutionnelle, a tranché pour le compte du président qui était au pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi, les individus influent sur la loi. Les individus ont une suprématie sur la loi. Alors, s'il faudrait faire une réforme, peut-être dégager une phrase claire pour verrouiller peut-être leurs intentions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, il y a opportunité de cette révision. Beaucoup parlent d'une tentative de changement, de révision, qui pourrait profiter plutôt au régime, à Tshisekedi, pour appliquer la politique de la table rase. Le président a parlé à Kisangani de la révision, mais il a laissé la balle au changement au peuple. Donc, c'est-à-dire, il a dit au peuple, c'est vous qui êtes le souverain. La question du changement, ça vous concerne. Ça veut dire qu'au-delà de son discours, l'esprit qui est caché derrière son discours, c'est le changement. Et alors, la question ici, est-ce que le changement constitutionnel est prévu dans notre Constitution? Non. Est-ce que la révision constitutionnelle est-elle prévue? Oui. Mais il y a des articles intangibles qu'on interdit de le toucher.
C'est ce qui fait dire à Olivier 220. C'est ce qui fait dire à Olivier Kamtato que Tshisekedi chercherait à déverrouiller cette disposition légale. Mais le même article plutôt 220 a été violé, a été changé systématiquement par Kabila. Parce que déjà la Constitution est claire que le mandat des présidents est de 5 ans une fois renouvelable. 220 vous interdit de toucher la durée. Mais tandis que Kabila fait 7 ans. Il n'a pas touché la durée, il a laissé l'article calme à vivre, mais il a grignoté 2 ans. Nous, on a un mandat de 4, de 5 ans. Quand tu fais déjà 5 ans plus 2, ça fait 7 ans. C'est-à-dire que vous avez fait un 3e mandat. C'est base d'un accord politique. Non, c'est-à-dire que par rapport à l'accord, la Constitution n'a pas demandé à ce que nous puissions aller au-delà des mandats. Parce qu'on doit être légaliste. Je vous ai dit, la démocratie, c'est respect des textes. Alors, est-ce que vous voyez dans Tshisekedi l'idée de vouloir obtenir la prorogation de son mandat? Dire au-delà de ce changement, parce que quand on va changer la Constitution, on ne fera pas allusion à toutes les dispositions légales. On va oublier cette Constitution et en obtenir une autre. Le président l'a dit, il y aura une commission pour la rédaction dès l'année prochaine. Moi, je pense qu'on doit aller au-delà de nos sentiments. La Constitution, en réalité, c'est quoi? La Constitution, c'est comme un tableau de bord d'un véhicule. C'est elle qui vous guide, parce que la Constitution donne de grandes lignes dans une société. Ce n'est pas la seule loi, mais c'est la loi mère. Ça donne de grandes lignes pour que des lois organiques puissent tirer leurs dividendes ou leurs sources dans la Constitution. Mais la nôtre est venue après les lois de la République. Le président qu'on fait allusion ici, le président, lorsqu'il prête son serment, qu'est-ce qu'il dit? Moi, tel président, je jure devant Dieu et devant la population de respecter la Constitution et faire observer. Et les lois de la République, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsqu'il dit les lois de la République, il fait allusion aux lois organiques. Mais, tandis qu'on vous dit, les lois organiques doivent tirer leur substance, leur source dans la Constitution. Une loi organique qui existait il y a 30 ans passés, et avec un bébé de 18 ans, il doit se référer chez ces bébés-là. C'est dichotomique. Et c'est pour cela que vous avez remarqué qu'il y a des conflits d'intérêts. Un ministre ou un DG, il vient brandir la loi organique, il agit par rapport à la loi organique, il fait des références, mais tandis que ce loi-là n'entre pas en connivence, ou ne se corrobore pas avec la Constitution. C'est-à-dire, je vais vous donner, parce que j'ai 2 lois organiques comme ça, qui entrent en conflit, mais j'ai laissé ça parce que je ne savais pas qu'on devrait débattre sur ça. J'amènerai ça même la semaine prochaine. Il y a des lois pareilles. C'est-à-dire que ça entre en contradiction avec la Constitution. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit peut-être inviter Est-ce qu'il y a opportunité tout à l'heure, CRCK, parce que je dois accorder la parole, il gesticule. Est-ce qu'il y a opportunité aujourd'hui, au regard de la situation que connaît la République démocratique du Congo, dans sa partie Est, est-ce qu'il y a opportunité de réviser ou de changer cette constitution? Et si le président le fait, parce que vous vous êtes interrogé, si le pouvoir de ces changements est-il reconnu au président de la République? Vous avez répondu non. Mais la révision, oui. Alors, que devons-nous comprendre de cette analyse? Bon, en fait, vous voyez, le changement de la constitution change le paradigme du fonctionnement d'un État, change l'appellation d'un État. Nous sommes aujourd'hui à la 3e République depuis la naissance de la RDC. La première constitution a été héritée par les Belges. Ça sera une nouvelle République. La deuxième, c'était la 2e République qui, après le coup d'État de Mobutu, et la 3e, c'est cette constitution. Et la seule constitution qui a vraiment dirigé par rapport à d'autres constitutions. Mais au-delà des 3 constitutions énumérées qui a changé de République en République, nous avons au moins 7 constitutions de transition qui ont été subies des modifications et des révisions. C'est-à-dire qu'au-delà de l'écriture, il y a l'aspect anthropologique aussi. Mais, vous voyez la Constitution, vous refusez un changement. Parce que la Constitution parle de durée. C'est ça qui pose problème. Mais aux États-Unis, pays repère, la nation ou l'État qui a pondu pour la première fois la Constitution écrite. Cet État, 10e année après l'existence de cette Constitution, la Constitution a été modifiée par les 10 amendements que les Américains ont appelé ça des Bill of Rights. C'est-à-dire parce que ça ne corroborait pas avec des réalités socio-culturelles américaines. Alors ici aussi, parce que la Constitution, au-delà de l'écriture, il y a un aspect spirituel.
Au-delà de l'aspect spirituel, dans les pays laïcs. Oui, mais laïcité ne veut pas dire qu'on ne peut pas être spirituel. Être chrétien, moi je le suis. J'aimerais plutôt évoquer l'aspect sociologique. Non, mais j'en arrive. Au-delà de l'aspect spirituel, il y a sociologique et il y a l'aspect historique. Si vous interrogez rien que la Constitution du 18 février, dans sa première partie préambule, parce que le préambule qui donne la lumière des documents, le préambule a estampillé des problèmes de 1960 à nos jours. C'est-à-dire, entre autres, le problème de la légitimité. Quand on voit la légitimité... Alors, j'aimerais que vous répondiez à ma question. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut changer aujourd'hui? Moi? Est-ce que le président a ses pouvoirs? Ma question. Moi, je suis contre des changements, pas des révisions. J'ai des arguments. Mais vous avez dit que le président n'a pas ses pouvoirs, Non, je parle du président ni la population. Parce que ici, dans l'article 218, je pense, l'article 218 a bien dit qui est sensible, ce qui est censé de reviser la Constitution. La population en fait partie. Si vous interrogez l'article 5 de cette Constitution, l'article 5 vous parle de la souveraineté vient au peuple. Donc, qui est souverain, il peut tout changer. C'est pour cela, le président doit mettre le moyen pour identifier la crème. Parce que les changements, ce n'est pas seulement le politique. Merci. C'est aussi les scientifiques qui vont venir pour expliquer. Dans le sort de nos compatriotes de la partie occupée par l'ennemi, ça sera comment? Non, ça fait partie parce que l'État a comme vocation de sécuriser les personnes énervées. Mais ils ne vont pas voter là. Vous savez, les États-Unis qu'on fait allusion ici, il y a eu des présidents qui ont fait 4 mandats. 8 ans, 4 Les compatriotes ne vont pas 16 ans de pouvoir. Ils ne vont pas voter? Les compatriotes? Non, par référendum, oui. Ceux qui sont dans la partie occupée par l'ennemi. Mais c'est ce que je dis. Il faudrait un débat scientifique, même des séminaires, pour voir comment on doit l'aider l'état des sièges pour changer cette constitution. Je trouve dangereux nous amener sur un terrain de réflexion qui risque de brûler les pays. Souvenez-vous de ce qui s'est passé ici quand on parlait du 3e mandat de Joseph Kabila. Il ne faut pas donner aux gens... Il ne faut pas donner aux gens l'impression que le président Tshisekedi voudrait faire la même chose. Moi, j'ai dit que nous sommes au niveau des réflexions. Le président a proposé. Et nous attendons des arguments des uns et des autres. Ça devait s'accompagner d'une pédagogie et cela ne devrait pas se faire en dehors de la population, même si l'initiative peut venir soit du président de la République, soit de l'Assemblée et encore de la population, mais on ne devait pas. Et puis, nous avons ici des lois particulière qui date de l'époque coloniale en matière de l'urbanisation ou du foncier. Cela n'a pas contredit pour autant, les différentes constitutions. Il faut faire la part entre les lois particulières. Si la loi particulière entre en conflit avec la Constitution, il y a des ordonnances que les présidents de la République peuvent prendre pour corriger. Chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises, il faut voir les entendus. Les ordonnances ont valeur de loi également. Donc nous ne devons pas amener notre population en disant parce qu'il y a telle loi de 1968 qui contredit la Constitution, on doit changer la Constitution. Allez, non, merci infiniment pour tous d'avoir suivi cette émission. C'est notre avenir en commun qui est en jeu. Soyons sérieux dans cette affaire-là. Donc on doit le faire avec beaucoup de modération. Vraiment, avec... on doit être... Mais quelqu'un a dit qu'il était au sein. Oui, mais c'est son droit, il le dit. Mais le porter devant la population, ça c'est une autre chose, quoi. Allez, on se retrouve demain. Ça ne sera peut-être pas avec moi, avec notre présentateur. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission, ce magazine Kiosque, qui a reçu pour vous ce matin Serge Sekaïlé de la ville. Merci également à Pompon Joly, chercheur à l'Assemblée nationale. Nous vous retrouvons demain pour un autre numéro. Merci à Moron Djambé, Marité Godot et toute l'équipe qui m'a accompagné. Nous vous retrouvons demain. Allez, rediffusion 18h juste sur CCTV. Sur cette émission, sur CCTV Rallye officielle, votre chaîne YouTube. Portez-vous bien. Au revoir.